Je vous propose de commencer par la thématique de la NAFLD-NASH. Donc, cette pathologie représente un problème épidémiologique majeur en France. La cohorte Constance a démontré une prévalence de cette maladie de la NAFLD d'environ 18% chez les patients français. Et parmi ces patients, environ 2,6% ont une fibrose hépatique avancée, soit environ 200 000 patients. Alors Jérôme, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous faire un résumé des avancées thérapeutiques actuelles et futures concernant cette pathologie? Merci. Merci Nathalie. Donc effectivement, j'ai décidé de faire un focus sur cette présentation de la NASH sur le traitement, parce que je pense que c'est vraiment dans ce domaine où il y a le plus de nouveautés cette année 2019, et notamment un gros succès, parce que ça y est, on a enfin la première étude de phase 3 qui est positive dans la NASH. C'est l'étude Regenerate qui a évalué l'acide obéticolique. Et je propose qu'on s'attarde un petit peu sur cette étude importante. Donc, tout d'abord, le design de l'étude, je vous le rappelle, c'était des patients qui devaient avoir une NASH confirmée par biopsie, avec un certain degré d'activité de la maladie. Il fallait un score d'activité NASH supérieur ou égal à 4. Et aussi une fibrose, donc une fibrose de stade 2 ou 3, donc des patients avec une maladie assez avancée et active. Il y avait 3 bras, un bras placebo, un bras acide obéticolique OCA 10 mg et un bras OCA 25 mg. La randomisation elle était égale dans les 3 bras. Une biopsie donc au départ pour inclure le patient, une seconde biopsie à 18 mois. Et les résultats qui ont été présentés sont les résultats de l'analyse intermédiaire justement qui évalue la réponse histologique à 18 mois. Qu'est-ce qu'on cherchait à évaluer? 2 critères principaux. L'amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH ou la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Alors pour compléter le design de l'étude continue, parce qu'après il y a une phase de suivi au long cours, où au-delà de la réponse histologique, on essaiera d'évaluer le bénéfice sur les événements cliniques. Mais là, on est à 18 mois et on présente les résultats de la réponse histologique. Alors, 931 patients ont été jusqu'à cette analyse intermédiaire. Parmi eux, 668 ont eu la biopsie, au moins 15 mois de traitement et étaient sous traitement au moins 30 jours avant la biopsie. Donc ça, c'est le groupe per protocole, les patients qui ont vraiment suivi tout le design de l'étude. Et les patients qui ont été inclus ensuite, mais qui n'ont pas encore atteint les 18 mois, ont aussi été pris en compte dans cette analyse. Les 1968 patients qui ont eu au moins une dose de traitement, et là, on a évalué la tolérance. Donc, les caractéristiques de l'étude, très rapidement, environ 300 patients dans chaque groupe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on avait à peu près la moitié des patients qui avaient une fibrose F3, et donc l'autre moitié qui avait une fibrose F2. Une maladie quand même assez active, parce que le score d'activité qui va de 0 à 8, il était supérieur ou égal à 6 chez plus de 2 tiers des patients. Donc des maladies très actives, 50% de patients diabétiques, et vous voyez qu'il y avait aussi à peu près la moitié des patients qui étaient déjà sous traitement hypolipémiant. Donc les résultats principaux de l'étude, on va se concentrer sur la partie gauche du graphique, donc les graphiques en barre. Au-dessus, les deux au-dessus, c'est la résolution, la régression de la fibrose d'au moins un stade, sans aggravation de la NASH. En vert, le groupe placebo, 12%. En rouge, le groupe 25 mg, donc 23%. Donc on voit qu'il y a un effet dose au fur et à mesure de l'augmentation de la dose. Et dans le groupe 25 mg, on a 2 fois plus de patients qui répondent comparé au groupe placebo, ce qui fait une différence significative sur les critères de l'étude. Et lorsqu'on place un peu à droite dans le groupe per protocole, on a aussi le même profil. Par contre, sur les graphiques du bas, donc là c'est le second objectif de l'étude, résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose, donc le critère plutôt inflammatoire, pas le critère fibrose, et bien là on ne voit pas de différence significative entre le placebo, l'OCA 10 mg en bleu et l'OCA 25 mg. Après, si on s'intéresse à la réponse biochimique, ce sont les courbes à droite, donc on voit que sur les transaminases, il y a un effet marqué, une nette amélioration des alates et des azates sous traitement, 10 mg et 25 mg, une nette amélioration des gamma-GT également, et pour les phosphatases alcalines, relativement stable dans le groupe 10 mg, une petite augmentation dans le groupe 25 mg qu'on n'explique pas encore tout à fait, mais on voit quand même qu'en plus de la réponse histologique, on a aussi une bonne réponse biochimique. Alors tout ça, ça se fait quand même au prix d'effets secondaires. Les deux principaux, le prurite et les perturbations du bilan lipidique.
vous voyez que le prurite, 19% dans le groupe placebo, 28% dans le groupe OCA 10 mg et 51% un patient sur deux dans le groupe OCA 25 mg. Donc ça, c'est des effets secondaires qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer pour pouvoir maintenir le traitement. Et le deuxième effet secondaire, c'est l'augmentation des LDL, donc 2 fois plus dans le groupe 10 mg et dans le groupe OCA 25 mg. Donc pour la petite histoire, les patients qui étaient déjà sous statine, cette augmentation des LDL était peu visible. Et les patients qui n'étaient pas sous statine et qui ont développé l'effet secondaire, lorsqu'on introduisait une statine, ça rentrait dans l'ordre. Bon, n'empêche qu'on arrive à gérer ça pharmacologiquement, mais c'est quand même un effet notable dont la signification au long cours n'est pas connue et qu'il faudra évaluer. Donc cette étude, pour moi, elle est importante parce qu'elle montre que c'est possible. C'est possible, avec un traitement pharmacologique, d'obtenir une amélioration de la fibrose dans la NASH. C'est un concept qu'on connaît bien dans les maladies chroniques du foie, hépatite B, virosuppression, on arrête l'inflammation liée au virus, la fibrose régresse. Hépatite C, éradication du virus, pareil. L'hémochromatose, on réduit la surcharge en fer. Hépatite auto-immune, avec les traitements du suppresseur, on casse l'inflammation. Et tout ça, ça amène une régression de la fibrose. Donc c'est un concept qui existe dans les maladies du foie et qu'on connaît bien, qui a aussi été démontré dans la NAFLD, parce que le meilleur modèle, ça reste la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, dans la NAFLD, ça traite la cause. Et donc là, c'est les résultats d'une méta-analyse qui a regroupé les datas de 32 études. 2649 biopsies de suivi ont été évaluées. Ils ont mis le curseur à 1 an. Ils ont fait l'évaluation à 1 an. Donc après la chirurgie, on avait une réduction du BMI en moyenne de 25%. C'est attendu. Et à droite, c'est la réponse histologique, là, les fameux graphiques de méta-analyse qui ne sont pas très visibles. J'ai fait un petit résumé avec des barres. Donc 1 an après une chirurgie bariatrique, avec la diminution du poids, avec l'amélioration du syndrome métabolique de l'insulino-résistance, 66% des patients ont une résolution de la stéatose, 50% une résolution de l'inflammation, 76% une résolution du ballooning et 40% de résolution de la fibrose. Donc ce concept de résolution de la fibrose, il existe dans la NASH. Ce qui est important, je pense, avec l'étude Regenerate de phase 3, c'est qu'on sait que la maladie NAFLD est une maladie complexe, avec de nombreuses voies de signalisation. C'est résumé sur ce graphique que vous connaissez bien, qui montre toutes les voies de signalisation impliquées dans la NAFLD et toutes les molécules qui sont en cours d'évaluation. Donc là, on essaye, sans supprimer la cause, de faire régresser la fibrose juste en jouant sur une voie de signalisation, ce qui est très challenging quelque part. On est au-delà du concept de suppression de la cause. Et l'étude Regenerate montre que c'est possible. C'est possible d'améliorer les lésions histologiques, et notamment de fibrose dans la NASH, sans passer par l'éradication de la cause. Alors, c'est un objectif qui est très, très ambitieux. En témoigne, c'est un succès, l'étude Regenerate, mais en témoignent les nombreuses autres études où les résultats sont malheureusement négatifs. Donc là, ça va faire un peu catalogue, mais je pense que c'est important aussi de le dire. Une autre phase 3, inhibiteur ASK1, le selonsertib, traitement antifibrosant. Donc 2 grosses études. L'étude sur les patients F3, l'étude Stellar 3, 800 patients inclus, un groupe placebo, un groupe selonsertib 6 mg et un groupe selonsertib 18 mg. Le frère, le miroir de cette étude Stellar 3, exactement le même design, Stellar 4, chez les patients avec une cirrhose, le graphique de droite. Et vous voyez que après 1 an d'évaluation, nouvelle biopsie, et bien là, malheureusement, les résultats sont négatifs. Comme dans l'étude Regenerate, 2 critères d'évaluation, la diminution de fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH, et le deuxième critère, la résolution de la NASH sans aggravation de la fibrose. Malheureusement, ces 2 grandes études de phase 3 sont négatives. Pas de différence entre les groupes traitement et le groupe placebo. Donc on passe maintenant à un traitement plutôt métabolique, une étude de phase 2, avec un traitement insulinosensibilisant, un inhibiteur de la capture du pyruvate dans la mitochondrie, qui est censé donc améliorer l'insulinosensibilité. Donc c'est des études de phase 2B qui sont assez importantes. Vous voyez, il y a 4 bras, 100 patients dans chaque bras, donc ça fait 400 patients inclus dans l'étude avec une escalade de doses. Et sur tous les critères de jugement de ces études, encore une fois, résolution de la NASH, diminution de la fibrose d'au moins un stade, diminution du score d'activité d'au moins 2 points, pareil, pas de différence entre les groupes traitement et les groupes placebo. Une autre étude qui explore encore un autre mécanisme, c'est l'apoptose, donc l'emricasan, un inhibiteur pancaspase, étude de phase 2B, encore une fois, 300 patients, randomisés dans 3 groupes, placebo, emricasan 5 mg,
Emricazan 50 mg, deuxième biopsie, après 72 semaines de traitement, les mêmes objectifs, diminution de la fibrose, résolution de la NASH, et là encore une fois, pas d'effet du traitement comparé au groupe placebo. Alors on peut aussi essayer, pour augmenter l'efficacité, d'associer les traitements. Donc ça, c'est une étude qui essaie d'associer un agoniste FXR avec un inhibiteur de la stéatose, un inhibiteur ACC, et le selonsertib dont on a parlé tout à l'heure, qui est plutôt antifibrosant. Donc une étude de phase 2B, avec à peu près 300 patients inclus, monothérapie, bithérapie. Vous voyez à droite, sur la monothérapie, sur le critère fibrose, régression de fibrose d'au moins un stade, 12% de réponse, un peu pareil par millimolécule. On a une tendance sur plus de réponses dans les groupes d'association, mais malheureusement, dans cette étude, la différence n'était pas significative. Mais cette tendance est quand même assez encourageante. Ça peut être aussi une voie qu'on peut explorer pour essayer d'obtenir plus de réponses chez les patients NASH. Donc des résultats très, très stimulants après beaucoup de déboires thérapeutiques. Est-ce qu'on va pouvoir disposer de cette molécule pour nos patients à court ou à moyen terme ? Donc, en ce qui concerne l'acide obéticolique, il va y avoir l'étape d'après, c'est un dossier de demande d'ATU qui est en cours. Donc, on peut espérer avoir cette molécule à disposition via l'ATU d'ici fin 2020, début 2021. Très bien. Bonne nouvelle pour nos patients. Alors, c'est un succès, l'étude Régénérate. Encore une fois, ça montre que c'est possible. Donc, il faut continuer dans cette direction. Le traitement pharmacologique est possible. Mais ça pose aussi des questions, parce que c'est un traitement quand même qui est supposé être antimétabolique, anti-inflammatoire. On sait que les agonistes FXR, ça joue sur la glycolyse, la néoglucogénèse. Donc ça a des effets métaboliques, des effets anti-inflammatoires. Mais je rappelle qu'on a une amélioration de la fibrose, mais le critère inflammatoire résolution de la NASH, il n'est pas rempli. Donc on a un effet sur la fibrose sans avoir d'effet sur l'inflammation, ce qui peut paraître un peu paradoxal dans notre schéma de pensée, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc la résolution de la NASH, il faut quand même savoir que c'est un critère qui est extrêmement stringent. Ça veut dire qu'après 48 ou 72 semaines de traitement, on veut à la biopsie plus du tout de ballooning, zéro ballooning, et une inflammation lobulaire qui est très nettement diminuée, soit absente, soit minime, stade 0, stade 1. Et la stéatose, on ne s'en occupe pas. Donc résolution de la NASH, c'est plus de ballooning et fibrose absente ou minime, inflammation lobulaire absente ou minime. Donc des critères qui sont très stringents. Est-ce que ça vaut le coup d'être aussi sévère sur le critère inflammatoire ? Donc c'est les résultats de cette étude que je voulais vous présenter. Quelle est la signification en fait de la résolution de la NASH ? C'est une étude américaine qui a poolé les données de l'étude PIVENS, qui a évalué dans 3 bras piolgitazone versus vitamine E versus placebo. Il y avait 221 patients disponibles pour cette analyse. Et l'étude Flint, la phase 2B de l'acide obéticolique. Donc 200 patients, donc 400 patients dans cette analyse secondaire, biopsie au départ, biopsie à la fin, et on essaye de savoir si les patients qui ont une résolution de la NASH ont aussi, de façon concomitante, une amélioration de leur fibrose. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique de gauche. Donc tout à gauche, les patients qui n'améliorent pas leur NASH n'ont pas d'amélioration de la fibrose, c'est attendu. Et tout à droite, on voit que les patients qui ont une résolution de la NASH, ce sont ceux qui ont vraiment une amélioration de la fibrose. Donc ce critère résolution de la NASH, il est pertinent. Alors après, il n'est pas complètement, on ne comprend pas complètement parce que les patients qui restent stables, on a quand même 40% qui améliorent leur fibrose aussi. Limite de la biopsie, peut-être. Est-ce que c'est aussi le fait qu'on est trop exigeant et peut-être que certains patients qui n'atteignent pas le critère résolution de la NASH ont quand même un certain degré d'amélioration qui va mener à l'amélioration de fibrose. Ça reste encore inconnu. Pour l'instant, la FDA et l'association européenne IME exigent d'avoir le critère résolution de la NASH et ou le critère amélioration de la fibrose. Donc on est sur des critères qui sont très stringents et qui vont probablement amener à des études difficiles à conduire pour atteindre ces objectifs. Alors, maintenant, l'arrivée de ces nouveaux traitements, ça va nous poser des problèmes en pratique clinique, parce que si un traitement est disponible, il va bien falloir maintenant le donner à nos patients pour espérer une amélioration de leur lésion histologique et aussi de leur pronostic derrière. Il y a énormément de patients. On a des tests pour diagnostiquer la fibrose avancée F3, F4, les tests qu'on connaît bien. On a des tests, on aimerait bien développer des tests pour la NASH, mais là, en fait, on est sur une cible intermédiaire. Toutes les études de phase 3 qui sont en cours de développement ciblent des patients, je rappelle les critères, c'est les critères de l'étude Régénérate, qui ont une NASH, avec une activité supérieure ou égale à 4, le score NAS, et une fibrose au moins F2.
Donc on est un petit peu avant le F3, F4 qu'on sait bien diagnostiquer en non-invasif. Et pour cette cible intermédiaire, les tests actuellement disponibles sont moins performants. Donc on a besoin de nouvelles solutions diagnostiques pour bien attraper ces patients au stade précoce, parce que c'est eux, derrière, à qui on pourra très probablement prescrire le traitement une fois qu'il aura eu son AMM. Donc aussi de ce côté-là, ça bouge. Donc il y a le test MAC3 qui a été publié il y a 1 an, qui associe OMA, transaminase et CK18, donc un test purement biologique basé sur une prise de sang. Et on a le score FAST, qui est un score élastographique. C'est les paramètres du fibroscan, la dureté hépatique, le CAP, qui est corrélé à la stéatose, et la transaminase. Et tous ces paramètres sont combinés dans un test comme on le connaît bien. Donc en 2019, pour le MAC3, il y a une étude de validation qui a été faite dans un centre tertiaire de Malaisie en monocentrique, 196 patients avec biopsie, et ça confirme une bonne performance diagnostique avec une ROC à 0,80. Donc une solution intéressante pour identifier les patients qui pourraient être traités avec les nouvelles molécules. Et pour le score élastographique, donc je vous présente les résultats de l'étude Princeps. Le test a été développé dans une étude multicentrique anglaise à plus de 300 patients. Et là, je vous ai mis toutes les études de validation dans différentes cohortes, sur différents continents, des cohortes qui sont assez différentes. Vous voyez la prévalence de la cible diagnostique qu'on appelle la NASH fibrosante, en fait, la NASH active avec un peu de fibrose, en gris. Donc vous voyez que la prévalence est assez différente entre les cohortes, ce qui montre bien que c'est des cohortes différentes. Mais malgré cette différence, en orange, l'OROC, on voit que la performance est quand même tout à fait acceptable et cliniquement significative, parce qu'on a des OROC qui sont aux alentours de 0,80, 0,85. Donc un score biologique, si on n'a pas le fibroscan, et un score élastographique, si on a le fibroscan, qui a aussi un intérêt pour le score élastographique, de donner un résultat immédiat en consultation. Donc, on va peut-être avoir une ATU très prochainement, sûrement même, et à côté, il y a des outils qui se développent pour nous permettre d'identifier les patients à traiter. Et alors, en population générale, comment on va faire maintenant pour identifier les patients qui sont atteints de NAFLD? Ils sont très nombreux, ils sont 18% de la population générale. Comment il faut identifier ces patients parmi les populations à risque, chez tous les patients, et quels outils sont envisageables pour ce screening? Donc c'est vrai que c'est une question qui est très importante parce qu'au-delà des patients que nous, on va prendre en charge, il va falloir élargir, je dirais, l'entonnoir, parce que si on traite uniquement les patients qu'on voit en consultation, on va traiter combien des patients qui ont des lésions hépatiques, des NASH avancées? Je sais pas, 5%, 10%. On sait très bien que la majeure partie des patients qui ont une maladie active avec un certain degré de fibrose, ils ne sont pas diagnostiqués. Donc si on ne traite que 5 à 10% des patients, on ne va pas avoir d'impact sur le burden of disease. On aura toujours 90% des patients à risque qui vont évoluer, qui vont faire leur cirrhose, leur cancer, leur décompensation. Donc si on va avoir un impact au niveau d'un pays, si on va avoir un impact économique, un impact sociétal, il va falloir effectivement identifier les patients en dehors de nos services pour qu'ensuite on les amène aux spécialistes et débuter le traitement. Il est absolument impossible que nous, on voit 18% de la population générale. Donc il va falloir organiser le parcours patient avec idéalement un premier tri par les médecins généralistes ou par exemple les diabétologues aussi, qui est vraiment la population à risque. Donc ça, c'est aussi l'intérêt des tests non invasifs. Et c'est ce qui a été exploré en Angleterre, dans la banlieue de Londres, où les tests non invasifs ont été mis à disposition des médecins généralistes pour les patients NAFLD. Donc, première étape, lorsqu'on voit un patient NAFLD, on fait un FIB4, test très simple, un satellat de plaquettes, gratuit. S'il est inférieur à 1,30, ce qui est le cas chez 2/3 des patients, le risque de fibrose avancée est extrêmement faible. Il n'y a pas besoin d'envoyer chez le spécialiste. Si le score est supérieur à 3,25, là, on a un haut risque de fibrose avancée, on envoie au spécialiste. Et après, il y a cette fameuse zone grise qui inclut à peu près 25% des patients. Donc là, l'originalité, c'est que les médecins généralistes avaient accès aux tests sanguins spécialisés, score ELF, qui est un peu l'équivalent des fibrotests, Fibronet que nous, on utilise en France. Et après, en fonction du score ELF, avec un cutoff à 9,5, inférieur à 9,5, risque de fibrose faible, on laisse chez le médecin généraliste. Score supérieur à 9,5, risque de fibrose avancée, on envoie chez le spécialiste. Donc on voit une sorte de parcours patient qui est en train de se dessiner. Et au final, en termes de consultation spécialisée, ça fait 19%. Alors après, est-ce que c'est relevant? Donc ils ont défini 3 groupes de patients dans cette étude. Donc on va se concentrer sur le graphique de gauche. 2012-2013, c'était avant la mise en place de cet organigramme, de ce parcours patient.
En bleu, vous avez les patients qui sont finalement diagnostiqués sans fibrose avancée. En orange, les patients qui sont F3, F4. Et en gris, les cirrhotiques. Donc vous voyez que ça, c'est ce que voit le spécialiste, les patients qui lui sont envoyés. En 2012-2013, la grande majorité des patients envoyés en spécialiste n'avaient pas de lésion significative. Donc on peut considérer ça comme une consultation spécialisée, pas inutile, mais futile, on dira. Après, il y a la période 2014-2016, donc c'est les deux groupes d'à côté. Le groupe du milieu, c'est 2014-2016, mais les médecins continuent à faire comme avant. Et puis, on ne suit pas le parcours patient FIB4-ELF. Et on voit que c'est à peu près similaire qu'à la période d'avant. Toujours énormément de demandes de consultations spécialisées qui se terminent par un diagnostic de « il n'y a pas de fibrose avancée, pas de besoin de prise en charge spécialisée ». Et ce qui est intéressant, c'est le troisième sous-groupe, les médecins généralistes qui ont suivi le pathway. Donc on voit en orange et en gris, on détecte au moins autant, voire un petit peu plus de patients qui ont une fibrose avancée, voire une cirrhose. Mais surtout, le nombre de consultations spécialisées est divisé par 4. Donc on voit qu'on améliore un peu la sensibilité, mais surtout on améliore le parcours patient entre soins primaires et spécialistes. On augmente l'efficience et probablement aussi le coût-efficacité. Donc il va falloir aussi qu'on travaille avec les médecins en dehors des cliniques pour organiser le parcours patient et qu'on fasse quelque chose de coût-efficace, qu'on ne laisse pas beaucoup de malades avec des lésions avancées sur le bord de la route parce qu'on va avoir des traitements, mais que nous aussi, d'un autre côté, on ne fasse pas énormément de consultations futiles. Et ça, c'est une solution très intéressante. Et après, je dirais, une fois qu'on a mis le patient sous traitement, on n'a pas non plus 100% de réponse. On n'est pas dans les traitements de l'hépatite C. On est sur 25% dans l'étude Regenerate, donc 75% des patients qui ne vont pas répondre. Donc il va bien falloir aussi que nous, on évalue la réponse sous traitement. Il y a des études qui sont en cours, qui évaluent la capacité des tests non-invasifs à suivre l'évolution des lésions. Il y a d'autres études qui seront présentées en 2020, notamment à l'ESL. Il y a des choses qui vont sortir. Et ça aussi, c'est un autre challenge qu'il va falloir qu'on relève. Identifier les patients, certes, les traiter, oui, mais aussi évaluer la réponse au traitement. Et là, j'ai envie de dire, to be continued, see you next year.